Voyage en récit Alice de Pomerac. et Geoffroy Scribe. Eh bien, Alice de Pomerac, nous nous retrouvons pour parler dans cette émission de Voyage en récit de poésie, parce que cette émission est consacrée, c'est vrai, en bonne partie à la poésie. Lors des émissions de lecture, il arrive d'en lire systématiquement à chaque début d'émission. Et si nous nous rencontrons, c'est parce que vous avez quand même une passion certaine pour la poésie. La preuve, c'est que vous en faites la promotion, vous en faites la publicité, si l'on peut employer ce mot-là pour la poésie, sur Facebook notamment. Tout à fait. Et puis par un compte sur YouTube qui s'appelle Éclair Brut, avec quelques amis. Vous êtes, je crois, 7 à le faire vivre, en tout cas, Oui. cette chaîne YouTube, par laquelle vous proposez des émissions. Vous retrouvez des anciennes émissions parfois sur des poètes. Alors ce sont des émissions de radio, parfois télévision. On voit les poètes parfois s'exprimer, on peut les voir écrire. L'autre jour, il y avait une émission sur un poète complètement qui m'était tout inconnu, Gilbert, avec la voix de Philippe Soupeau là-dedans. Très étonnant. Alors première question, évidemment, tout simplement, parce que vous êtes aussi très jeune, on peut le dire aux auditeurs. D'où vient cette passion pour la poésie qui n'est quand même pas chose commune ? Je dirais qu'au tout départ, c'était mon grand-père qui m'a enseigné la poésie, mais aussi la littérature, assez tôt. Lui, son poème préféré était Si de Rudyard Kipling, ou If en anglais, qui est un poème que je trouve superbe et qui me revient assez souvent. Et sinon, après, j'ai eu des professeurs au lycée qui m'ont aidé à m'initier à la poésie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai étudié en autodidacte la poésie donc quand j'étais en études d'herboristerie et de naturopathie. Puis j'ai rencontré Arthur Yasmine, donc le gérant de la chaîne YouTube Éclair Brut. Maintenant, ça fait quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble. Oui, puisque c'était au premier confinement, donc ça fait 3 ans, il me semble. Et donc, nous avions tout de suite eu un lien assez fort de connivence intellectuelle. Donc, moi, j'étais sa première assistante au tout départ dans Éclair Brut à faire des menus travaux. Hein. C'était au départ plutôt des toutes petites critiques cinématographiques en lien avec la poésie ou en lien avec des livres, donc de la critique littéraire. J'ai aussi fait des lectures, donc j'en ai fait 3 à ce jour et il y en a une prochaine qui va venir bientôt, j'espère, en 2023. Et puis ensuite, d'autres personnes se sont rajoutées sur Éclair Brut pour notre grand plaisir, puisque ça aide à dynamiser cette chaîne qui finalement n'était que des archives internet d'émissions radiophoniques, aussi de documentaires assez oubliés. Donc là, on peut avoir des contenus plus vivants avec des personnes qui sont vraiment passionnées par la poésie et qui sont, comme moi, assez jeunes. Donc c'est là où c'est assez dynamisant pour la chaîne. Et comment les trouvez-vous ? C'est-à-dire que vous furetez sans cesse dans les médias, sur Internet, sur les chaînes des radios, sur les images nationales d'archives pour trouver ces reportages, ces témoignages ? Oui, alors au départ, c'est Arthur qui se dit être un petit peu comment il dit un voleur d'archives, puisque en fait il en cherche beaucoup qui sont oubliés, qui sont libres de droit et qui finalement, notamment aussi dans les bibliothèques, s'effacent du fait que les cassettes soient de plus en plus mises en dehors des bibliothèques. Donc nous, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver des documents. Là, après, pour les fouilles, justement, de ce point de vue-là, c'est souvent Arthur qui est le plus savant. C'est lui qui, depuis toujours, en fait des recherches sur Internet. Nous, après, on les met en valeur, on essaie d'en faire une publicité ou en tout cas de se connecter à ces auteurs-là quand ils nous touchent. Mais le plus gros du travail, c'est quand même Arthur qui le fait seul. Donc aujourd'hui, vous avez quoi ? Quelque chose comme, je crois, 50 000 abonnés dans la chaîne ? Tout à fait, on vient de fêter les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ouais. Ce qui n'est quand même pas rien. Où habitent les 7 autres ? Parce que vous êtes, on ne l'avons pas dit, vous êtes à Lyon. Oui. Mais les autres sont tous à Lyon ou Non, il y en a 2 qui sont à Paris. Je sais qu'il y en a une en Bretagne, il y en a une à Clermont-Ferrand. On est assez dispersés dans la France. Et on voyage aussi beaucoup tous, donc c'est assez dur de se retrouver à Montmartre, dans le QG, comme il l'appelle, d'Arthur. Mais globalement, on arrive à le faire et puis on a beaucoup d'échanges par réseaux sociaux. Alors, question peut-être plus personnelle, mais qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce qui vous a touché initialement dans la poésie ? Est-ce la musique des vers ? Est-ce aussi le rythme de la langue ? Est-ce que c'est un poète en particulier qui peu à peu vous en a fait connaître d'autres, découvrir d'autres ? Je pense que c'était la découverte sensible du monde, puisqu'au départ, moi j'ai commencé par Rimbaud, comme beaucoup. Donc il y a eu tout de suite une forme de compréhension un petit peu plus fine de ce que je ressentais et de ce que je voyais autour de moi, étant déjà assez contemplative. Donc ça m'a ouverte à ça. Ensuite j'ai découvert Zénobianu, donc une poésie assez déstructurée, beaucoup plus moderne.
Et puis après, j'ai commencé à vraiment aller vers les grands classiques, donc Vigny, Mallarmé, Baudelaire. Et je dirais que quand j'étais plus jeune, ça m'a offert une forme de nouvelle compréhension du monde. N'est-ce pas trop difficile de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à cette poésie? Oui, c'est assez dur. Après, moi, je me rapproche beaucoup de la poésie anglo-saxonne, qui finalement déconstruit beaucoup la langue et a des musicalités qui sont plus intéressantes que nous, notamment le pentamètre, qui était une technique shakespearienne par excellence, qui est assez incompréhensible en français, puisque on travaille sur le rythme cardiaque, en fait, dans la symphonie d'une strophe. Et en fait, en français, nous n'avons pas ça. Donc j'aime beaucoup la nouvelle poésie anglo-saxonne et tout ce qui s'y découvre et ce qui s'y fait. Après, en français, c'est un peu différent. Je pense que la poésie anglo-saxonne est ce que je préfère à l'heure actuelle. Et chez les Russes, parce que je sais que vous avez quand même un intérêt, voire une passion pour les poètes russes. On pense à Marina Tsvetaeva ou... Oui, en effet, Tsvetaeva, Akhmatova, Mandelstam, en effet... c'est des poètes qui m'ont beaucoup transporté. À l'heure actuelle, je vais plutôt sur des romanciers tels que Dostoïevski. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans leurs mots. Après, je connais un peu moins la poésie contemporaine russe, pour être honnête. Donc ouais, là, ça serait plutôt des siècles avancés, quoi. Donc là, vous la lisez évidemment traduite en français. Donc ce qui vous touche, c'est l'idée, c'est la vue donnée par ces poètes russes. Mais avez-vous accès aussi parfois à entendre ces poèmes dans leur langue et à goûter un petit peu au niveau de la musique, la musicalité, ce que ça peut donner? Oui, j'ai essayé de les écouter en russe, notamment il y avait un poème de Tsvetaeva Akhmatova qui avait été mis en musique, qui est très beau. Après, comme je n'y comprends rien, ça me touche, parce que j'ai l'oreille des langues et de la musique, mais je n'y comprends rien, j'aimerais beaucoup apprendre le russe. Mais sinon, je pense que c'est surtout une période en fait qui me touche. Les Russes, notamment de la période de Tsvetaeva, Akhmatova, ont vécu une vie qui était celle d'une obligation de quitter le pays, de devoir vivre entre, alors pour Tsvetaeva, la France, la Suisse. Oui. Donc c'est surtout cette atrocité-là de vie et cet élan poétique, cette flamme qui reste, parce qu'on dit souvent que c'était une incandescente, Tsvetaeva, cette flamme qui reste de vie et de passion malgré tous ces affres, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la personnalité de Tsvetaeva, dont je m'éloigne quand même de plus en plus, parce que j'étais très touchée par ses correspondances, notamment avec Rilke et Pasternak. Oui. Je reste assez proche de cette correspondance, mais ses poèmes sont un petit peu plus... peut-être moins maîtrisés, ou en tout cas, c'est finalement, après les lectures que j'ai faites, elle m'intéresse un peu moins qu'à une époque. Mais c'est là que se fait l'évolution. Est-ce dû à je ne sais pas, une trop grande austérité? Oui et non. L'austérité serait peut-être plus chez Akhmatova de mon point de vue, parce qu'elle est plus classique dans la construction poétique. Tsvetaeva a essayé de scinder, de scander la poésie, donc c'est ça qui me plaisait au départ. Et puis finalement, je me rends compte qu'il y a assez peu de poèmes de Tsvetaeva comparé à toute son œuvre qui sont vraiment intéressants. C'est pour ça que je m'en éloigne peut-être un peu. Alors retournons peut-être dans nos terres plus francophones et francophiles. Êtes-vous intéressé de la même manière à des chrétiens beaucoup plus loin de nous, comme Chrétien de Troyes? Chrétien de Troyes, je ne l'ai quasiment pas lu. Donc parce que c'est quand même, la tâche est ardue quand même. Tout à fait. Là, la tâche est très ardue, et peut-être du fait que je n'ai pas eu d'enseignement littéraire en fac ou en université, fait que je n'ai pas eu naturellement l'envie de le lire. Je sais que beaucoup d'amis qui ont fait des études de lettres mêlées d'histoire d'ailleurs ont lu Chrétien de Troyes. Oui. Moi, j'ai pas eu cette envie-là, et peut-être que ça viendra, j'espère. Avez-vous entendu parler, ou peut-être l'avez-vous vu, le film d'Éric Rohmer, justement Perceval le Gallois, tiré des vers de Chrétien de Troyes avec Fabrice Lucchini et Ariel Dombal notamment? Non, malheureusement non. Alors, ça serait intéressant de faire l'exercice pour savoir si vous tenez devant toute la longueur du film. C'est un film complètement hallucinant où, à l'époque, deux sortes de cinéma arrivaient à coexister, si l'on veut dire. Par exemple, le cinéma hollywoodien et puis le cinéma vraiment d'art et d'essai
dans des proportions équivalentes. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on dit à Eric Rohmer, faites un grand film médiéval, allez-y à fond. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Chrétien de Troyes et les décors du film seront ceux d'une enluminure médiévale. C'est-à-dire que ça sera en carton-pâte avec des arbres tels qu'on peut les voir imagés dans les livres. Donc rien à voir avec des arbres réels. Et on voit Fabrice Lucchini se balader à cheval en récitant les vers. C'est quand même un exercice considérable. C'est sûr, bien sûr. Donc à voir. Et alors chez Ronsard et Dubellay? Ronsard et Dubellay, j'ai un petit peu plus lu, en effet. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a plu énormément. Enfin, ça reste des choses importantes à lire. Mais moi, la poésie mystique me plaît d'un point de vue peut-être plus contemporain. Notamment, on en parlait tout à l'heure, Cristina Campo, Oui. mais sinon, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup plu. Hilda Doolittle, qui est une poétesse assez inconnue, qui était donc la femme à une époque de Ezra Pound, qui est quand même un poète, lui, assez incroyable, notamment pour ses cantos. Et elle a fait plusieurs recueils qui mêlent, disons, croyances catholiques, mais aussi mystique égyptienne. C'est là que c'est assez intéressant. En fait, il y a beaucoup de symboles dans sa poésie, ce qui l'a fait assez dur à lire, finalement, assez cryptique. Mais c'est là qu'est tout l'intérêt d'Hilda Doolittle, parce qu'on recherche en même temps qu'on lit. Et on se rappelle des symboles qu'on a étudiés à un moment ou qui nous ont touchés de loin ou de près, même dans l'alchimie parfois. Et donc, c'est presque une fouille archéologique que d'aller dans la poésie d'Hilda Doolittle. C'est là qu'elle m'intéresse beaucoup. Vous venez de dire que vous cherchiez en même temps que vous lisiez, c'est-à-dire que la lecture entraîne une recherche, c'est-à-dire que la lecture entraîne un goût, un intérêt, une curiosité. Justement, comment trouvez-vous, comment recherchez-vous les poètes et comment recherchez-vous leurs livres parmi tout le corpus? Parce que, évidemment, je vous imagine en train de parcourir tous les bouquinistes de Lyon, de la région, de France et de Navarre. Tout à fait, oui. C'est un peu mon cas, et notamment aussi en Angleterre, donc ça fait une très large région de recherche. Mais oui, moi j'aime beaucoup les livres d'occasion, notamment les très très belles éditions. Ah oui. On est toujours attaché à la collection blanche de Gallimard et sûr. à la Pléiade évidemment. Après, c'est souvent de fil en aiguille. Disons que grâce à Éclair Brut, j'ai pu découvrir des poètes assez peu connus. Donc au-delà des sentiers battus finalement de poètes que nous connaissons tous en France et qui sont un peu les remparts de la poésie française. Donc j'ai pu explorer des poètes un petit peu inconnus, aussi d'origines différentes, parce que finalement en France on s'attache beaucoup aussi à la poésie française. Donc découvrir des poètes italiens, espagnols, russes. Moi de mes origines j'ai aussi beaucoup découvert les poètes andalous, Lorca, Machado, les deux frères. Donc ça a été une découverte lente et, disons, précautionneuse, puisqu'il faut être patient en matière de lecture. Il y a des lectures qu'on démarre à 16 ans et on sait qu'on n'y comprend rien, donc on y revient à 22. Et c'est là que se fait le cheminement. C'est souvent une longue quête et aussi, en effet, des conseils avisés de personnes qu'on rencontre qui ont parfois des goûts très différents des nôtres ou qui font des liens entre un poète qu'on a adoré et un qu'ils adorent eux. Et c'est là que se fait vraiment la magie de la poésie, c'est dans la découverte finalement de nouveaux auteurs, de nouvelles pensées et dans le fait de faire des liens entre chaque poète qu'on découvre ou chaque auteur. Vos amis vous posent-ils des questions par rapport à cet intérêt pour la poésie, par exemple, mais comment fais-tu? On ne comprend pas le texte, on n'y comprend rien. Est-ce que vous leur donnez des clés justement de lecture qui, par exemple, vous ont permis d'aborder le texte, peut-être d'avoir des images venant en vous en fonction de la lecture que vous aviez et qui peuvent aussi les éclairer, eux? Oui, tout à fait. Alors j'ai assez peu d'amis finalement de mon âge qui lisent de la poésie, même en études de lettres, parce que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins et peut-être qui s'étudie de moins en moins, je pourrais pas dire. Mais souvent on me dit oui, la poésie c'est un langage qui est particulier, je n'arrive pas à me mettre le soir devant un livre de poésie et y trouver de l'intérêt ou en tout cas une soif assez grande pour finir le recueil. Et moi je dis souvent que c'est finalement un alphabet à part, c'est comme une langue qu'on découvre. La poésie c'est... moi, je conseille souvent déjà de la lire à voix haute, parce que c'est là que se fait la découverte de la musicalité d'un poème, parce que c'est souvent la chose principale qu'on découvre dans un poème, et puis ensuite le sens.
et commencer par des auteurs qui nous touchent. Donc parfois ça peut être des auteurs contemporains, parfois ça peut être en fonction de nos croyances religieuses, parfois ça peut être aussi en fonction de nos origines. Moi je sais que la poésie andalouse m'a tout de suite énormément plu parce que j'y retrouvais sûrement des comptines d'enfants que ma mère me disait. Donc c'est souvent ce qui nous touche, commencer par là, et puis voir de quel point de vue ça peut nous faire explorer la poésie et nous donner ce goût-là. Mais c'est une tâche assez ardue, ouais. Pour être honnête. Quels sont les objectifs d'Éclair Brut aujourd'hui de faire découvrir de plus en plus de poètes, de toucher de plus en plus de monde, ou est-ce que vous avez un regard finalement très poétique sur ces statistiques ? On a un regard poétique, mais on veut aussi que la chaîne continue de grandir, et notamment c'est ce que je disais plus tôt, essayer de rendre vivante cette chaîne, en sachant qu'on a eu assez peu d'instants où des humains intervenaient finalement, enfin des humains visibles, des vidéos vraiment où on est mis en mouvement et où on se filme à discuter de ce qui nous passionne, ou à déclamer des poésies d'ailleurs. Donc ça serait plutôt en effet faire du contenu qui nous ressemble, donc dans lequel on est mis en action, et puis sinon essayer en effet de continuer la grande tâche qui est de faire découvrir des poètes inconnus, ou en tout cas de remettre au goût du jour des émissions radiophoniques qui ont parfois 40 ans et qui sont complètement tombées dans l'oubli. Eh bien, à ce titre, il faut recevoir ce que je vais dire comme une récompense ou une félicitation. Je peux vous dire que je vous ai connu par une vidéo qu'Éclair Brut avait mise sur Patrice de la Tour du Pin, sur laquelle on a pu réaliser une émission. Et M. Gwen Garnier-Duguy, poète à Brest, qui voue une admiration pour Patrice de la Tour du Pin, a vraiment été enchanté de découvrir la vidéo que Éclair Brut avait mise sur Patrice de la Tour du Pin. Il m'a dit, c'est la première fois, il a fallu que j'attende autant d'années pour avoir le son de la voix de cet auteur. Ah, magnifique, j'en suis ravie. Ouais. Ça, c'est des très grandes récompenses, parce qu'en effet, Arthur travaille activement jour et nuit sur cette chaîne. C'est pas son activité principale, hein, évidemment. Le mécénat ne nous paye pas assez pour qu'on puisse en vivre, mais c'est là que réside toute la passion poétique. Oui. C'est justement dans le fait de donner et de continuer à construire, malgré le fait que très peu de gens parfois y soient vraiment intéressés. Alors, autre question, mais comment trouvez-vous un équilibre dans vos lectures ? C'est-à-dire, d'un côté, je pense à la poésie, de l'autre côté, je pense aux romans que vous avez un peu abordés, ou aux essais philosophiques. Est-ce que vous arrivez à lire un petit peu différentes sortes de choses, et à quel rythme ? Disons que souvent j'ai des piles à lire pour chaque mois et que je me fixe des objectifs à l'année. Là aujourd'hui, ce serait de finir l'œuvre de Dostoïevski, celle d'Albert Cohen aussi que j'ai bien entamée, qui est un très grand auteur. J'ai découvert Belle du Seigneur assez récemment, qui m'a subjuguée, pour être honnête. Donc souvent ce sont ce genre d'objectifs. Après, je me suis mise au roman assez récemment. Finalement, au tout départ, je lisais beaucoup plus de poésie, beaucoup de théâtre aussi. Les essais philosophiques sont parfois moins présents, malgré le fait qu'étant au lycée, j'avais eu beaucoup d'attrait pour la philosophie. Je pense que j'aurais pu en faire des études si je m'y étais lancée, mais à l'heure actuelle, c'est pareil que la poésie, c'est un langage dans lequel il faut se fondre, et il faut y aller étape par étape, à son rythme, et c'est souvent une entrée compliquée, donc je la gère tout doucement, mais sûrement. Vous avez parlé de films, alors j'imagine que un film comme Le Cercle des poètes disparus vous a touché, ne serait-ce que par le titre et par le théâtre et les poèmes qui y sont déclamés. Tout à fait, tout à fait. Il y avait eu aussi un film qui m'avait beaucoup plu, qui était Patterson, sur Carlos Williams, qui est un film sublime, et d'ailleurs qui met en valeur d'une façon assez différente parfois des biopics Carlos Williams, puisque c'est finalement un hommage indirect à ce poète, qui est assez intéressant. Après, en effet, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des films sur Sylvia Plath. Récemment, on a sorti un documentaire qui était au départ en russe, puis qui avait été traduit en anglais sur Marina Tsvetaeva, qu'on a enfin traduit en français grâce à l'aide de différents traducteurs, de relecteurs russes, de nous en tant que relecteurs français, des scripts de documentaires. Donc, c'est souvent un travail qui nous prend beaucoup de temps, mais qui nous touche. Là, prochainement, on va sortir un documentaire sur Anne Sexton aussi. Donc on essaye chez Éclair Brut d'avoir un large panel de
documentaires et d'offres de ce point de vue-là, et aussi donc de faire de la critique cinématographique. Au départ, c'était moi, maintenant il me semble que c'est Lucie qui s'en occupe, Lucie Guédier, qui est donc une ecclésiaste parmi tout le groupe. L'Ecclésiaste, c'est le nom que vous vous donnez. Exactement, en tant que travailleur d'éclair brut. Et pourquoi Ecclésiaste ? J'avoue que c'est au départ venu d'Arthur. Nous, on accepte les sobriquets qu'il nous donne. Moi, je suis son petit éclair. Il y a son grand mystère qui est Élodie. On a chacun des sobriquets, donc Ecclésia, c'était venu naturellement. Et vous avez tous quoi, entre 20 et 30 ans ? C'est à peu près ça, ouais. Je crois que la plus jeune a 21. D'accord. Ouais. Donc je suis la deuxième plus jeune. Donc les films y contribuent et je vous remercie parce que j'ai pu voir ce film sur Marina Tsvetaeva et il est fort intéressant. On se rend compte aussi peut-être de l'emprise d'un régime sur la pensée qui l'amène, elle, à prendre différentes options de vie. C'est un film assez rude quand même. Oui. Il y a des passages assez... On se rend compte que ça ne devait pas être facile. Mais qui peuvent également entraîner à finalement ouvrir certains livres de cet auteur. Et je pense que le film y concourt. Ici, dans cette ville de Lyon, est-ce que justement vous avez pour les auditeurs qui écouteraient cette émission, des pistes de bouquinistes, de librairies, sur lesquelles ils peuvent assurément trouver, non pas chaussures à leurs pieds, mais livres pour leurs yeux. Belle expression. En effet, à Lyon, il y a une très belle librairie qui est sûrement la plus belle de Lyon, qui s'appelle le Bal des Ardents, qui se trouve rue Neuve, dans le 1er arrondissement. Et très récemment, ils ont ouvert les Fleurs du Bal, dans la même rue, qui est donc évidemment un hommage à Charles Baudelaire, et qui est donc une librairie d'occasion, dont le gérant, en tout cas le salarié, est très très agréable et de très bons conseils. Il connaît très bien les livres, il a été longtemps éditeur aussi, donc c'est une librairie que je conseille à tous. Sinon, évidemment, les bouquinistes sur les quais de Saône tous les dimanches. Ah oui, oui. D'ailleurs, cet homme-là fait partie aussi des bouquinistes. Il échange le dimanche le rôle avec un autre salarié. Et sinon, il y a la magnifique librairie Diogène, qui me semble la plus vieille, qui est donc rue Saint-Jean, dans le 5e arrondissement de Lyon, très proche de la cathédrale Saint-Jean. Et donc aussi qui demande du soutien actuellement aux Lyonnais et à toute autre personne de France, puisque les propriétaires de l'endroit, ouais. du lieu, voudraient faire fermer en fait cette librairie parce que, alors je sais plus les raisons exactes, je crois qu'elles n'ont pas été données, mais la librairie pourrait bientôt fermer, Oui. ce qui est dommage parce que c'est sûrement la plus riche en matière de livres d'occasion. Il y a aussi un coin BD, bande dessinée juste à côté. Donc ils ont une sélection assez folle en toute matière littéraire, même des essais cinématographiques. Ils ont aussi beaucoup d'espace sur les arts, donc des livres d'art en général. Donc c'est une librairie que je conseille. Après, en matière d'occasion, il n'y en a pas énormément que je pourrais citer, mais il y a aussi la librairie Passage, qui est non loin de la librairie du Bal des Ardents, qui a un conseil assez extraordinaire aussi en poésie. Je trouve que c'est le meilleur des librairies de Lyon en matière de conseils. Nous n'allons pas susciter de jalousie les uns envers les autres, mais non, je préfère être honnête avec les auditeurs. Entretenez-vous au gré et au fur et à mesure de vos recherches. Je demande des liens avec ces bouquinistes. Ils vous connaissent, vous les connaissez, ils savent vos goûts, ils vous disent tiens, essaye donc de lire ça, tiens, en fonction de ce que tu me dis de tel auteur, lis celui-ci. Alors comme j'aime me faire quand même inconnu et anonyme dans une ville, c'est assez peu fréquent, sauf justement aux Fleurs du Bal où la personne commence à me connaître puisque j'y vais à peu près toutes les semaines et surtout tous les dimanches, et que je le retrouve aussi au bouquiniste chaque semaine. Oui. Donc là, un lien évidemment s'est fait. Sinon, dans les librairies, c'est un peu plus compliqué, notamment parce qu'on est souvent beaucoup de clients, mais aussi parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va avoir nos goûts, surtout en poésie. Le conseil est souvent assez peu étoffé, je pourrais dire. Oui. Donc c'est pour ça que moi, la librairie Passage me touche beaucoup, parce que d'un auteur à un autre, ils savent toujours faire des liens, et des liens intelligents. Eh bien écoutez, dernière question, deux dernières questions plus précisément. Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Peut-être au pluriel la question d'ailleurs. Oui, la question est plurielle, mais hier soir j'ai entamé Notre jeunesse de Charles Péguy, qui est une merveille. J'aime beaucoup Péguy, j'ai beaucoup apprécié ses poésies, mais aussi son tout petit recueil qui s'appelle L'Argent, qui est assez somptueux. Donc là, Notre jeunesse en quelques pages m'a déjà exaltée au plus haut point, donc je vais rester sur Péguy. Mais sinon, je lisais Les démons de Dostoïevski. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis, j'essaye de me remettre aussi à Paul Morand, qui est un auteur que Céline appréciait. L'un des seuls dont il trouvait l'écriture intéressante et pour lequel il disait qu'il avait un style. Et c'est très rare quand Céline peut dire ça. Oui, il est très rare qu'un auteur trouve grâce aux yeux de Céline. Tout à fait. Je crois qu'il n'y en avait eu que 2 à l'époque. C'était cet auteur suisse. Mais sinon, donc Paul Morand était le second. Et moi, j'avais découvert Paul Morand grâce à Hécate et ses chiens. Et là, je découvre Paris-Tombouctou et un autre qui s'appelle Papier d'identité, qui sont en fait 2 essais. Enfin, un essai et un autre qui est un récit de voyage. Donc, j'aimerais découvrir Paul Morand sous un autre jour. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que Céline disait. Et ma deuxième et dernière question, c'est la suivante. Écrivez-vous vous-même ? J'ai écrit par le biais de formations que j'ai faites avec Oxford, notamment en écriture poétique, donc poetry writing. J'ai fait aussi quelques petits écrits de temps en temps, donc en critique littéraire, notamment pour la revue Zone Critique. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, je reste assez sobre et humble de ce point de vue-là. J'aimerais écrire un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas cette inspiration-là, ou en tout cas, mon style ne me plaît pas assez pour que je le partage aux gens. Donc il faut le travailler. Ça reste secret, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Alice. Merci à vous.